Sois une grande fille, arrête de faire la tête et viens avec nous, lui avait dit son frère. Campa avait davantage d'indulgence pour son étrange petite sœur que le reste de sa fratrie, qui avait vite perdu patience devant son mutisme. Echo refusait désormais de sortir et se contentait de lancer des regards assassins à quiconque essayait de lui parler. « Allez, viens au moins la voir une fois, avait-il insisté. Tu lui manques, tu sais. Si tu faisais un effort pour entendre sa voix, tu le saurais toi aussi. » Echo avait grimacé, indécise. Le dernier argument de son frère pesait sur sa conscience, et l'entendre énoncer à voix haute la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait fini par saisir de mauvaise grâce la main que lui tendait patiemment Campa. Il y avait toujours du monde autour du chantier, même si seules quelques personnes se relayaient pour transporter le matériel et fabriquer les pièces nécessaires. Evea et son petit cercle d'admirateurs observaient l'avancement des travaux de loin. Depuis qu'elle avait assisté au rituel, la fillette ne retirait plus autant d'orgueil des petits privilèges quotidiens que lui offrait sa condition. Elle était plus souvent perdue dans ses pensées et un peu moins prompte à faire étalage de son caractère bien trempé. Cela n'empêcha pas Echo de l'ignorer superbement quand elle passa devant le groupe, autant par rancune que par envie de provoquer. Campa fit mine d'ignorer son manège et la conduisit sans faire de commentaires au-devant de l'arbre géant. Sa croissance accélérée avait comblé la fracture du sol sur toute sa hauteur et créé un gué presque praticable de branches étroitement entrelacées. Avec ce solide échafaudage, les menues réserves de bois et de métal du village suffiraient à la construction du pont. Les villageois affectés au chantier confectionnaient des plateformes de petits bois ou de lianes tressées qui seraient disposées aux endroits les moins denses de la structure végétale. Le reste serait recouvert de toiles épaisses par respect pour l'arbre lui-même. Pas question de le fouler aux pieds à chaque passage. Campa poussa doucement Echo devant lui pour l'encourager. Elle le regarda d'un air incertain, puis se tourna vers l'entité végétale. Son visage se ferma sous l'effet de la concentration, et ses traits se crispèrent. Au bout de quelques minutes, elle plaqua ses mains sur les oreilles pour s'assurer que les bruits extérieurs ne viendraient pas couvrir la voix de sa mère. Mais à défaut de voix, elle n'entendit que le son assourdi de son propre organisme. Aucune présence ne vint la visiter, et son esprit demeura désespérément vide. Ses bras retombèrent le long de son corps, entraînant ses épaules dans le même mouvement d'abattement. « J'y arrive pas !»« C'est qu'une question d'habitude, ne te décourage pas. » Echo se retourna brusquement, les joues rosies d'indignation. « Tu sais bien que non, pourquoi tu fais semblant d'y croire ?» Avant que Campa ait pu faire le moindre geste, elle fit demi-tour et s'éloigna du chantier à grandes enjambées. « Et toi, là-bas !» cria-t-elle à l'adresse d'Evea. « Arrête de me regarder avec cette tête de débile !» Celle-ci ne vit pas le doigt tendu que brandissait Echo dans sa direction, mais elle porta la main à son visage et se détourna légèrement, comme sous l'effet de la honte. Pourtant, au ricanement discret du reste du groupe, il devint évident que le sujet d'embarras n'était autre qu'Echo. Echo et son aveuglement au monde végétal, aussi lourd à porter que la plus handicapante des mutations. Elle rentra au foyer familial en serrant les poings de rage, sans se retourner une seule fois vers l'arbre dans la faille. Un autre genre de faille s'était ouvert dans l'esprit des villageois. Une faille cette fois-ci impossible à combler. Echo avait gravement manqué aux règles tacites qui régissaient la vie de tous, en persistant dans une attitude frôlant l'indécence. Elle n'était pas venue à l'inauguration du pont et n'avait dit aucune prière à l'intention de sa mère. Plus tard, son père était parvenu à la convaincre de venir déposer une offrande auprès de celle de sa famille, mais la manœuvre n'avait conduit qu'à scandaliser davantage les villageois. Echo s'était approché de l'entrée du pont, avait contemplé la débauche de nourriture posée devant. La plupart des fruits commençaient déjà à pourrir et certaines fleurs pendaient, rabougries. Elle s'était figée quelques instants avec sa brassée de baies rouges coincée sous le bras. Puis, alors que tous les spectateurs présents guettaient le moment de la touchante réconciliation,
Son visage s'était crispé dans une grimace de dégoût, et elle avait projeté la multitude de petits fruits sur le parterre d'offrandes, tachant et renversant une bonne partie de la composition soigneusement agencée. Le résultat, résolument triste, ressemblait fortement au contenu du dépotoir où l'on versait les restes de nourriture dans le but d'en tirer de l'engrais. À présent, on évitait la fillette. Certains enfants, voire même quelques adolescents, sentirent vite que les dernières limites les empêchant de faire d'elle leur souffre-douleur avaient disparu. Ils se mirent à décharger sur elle leur incompréhension et leur peur, transformant son dédain à leur égard en véritable mépris. Comme plus personne n'avait assez d'influence sur Echo pour la remettre dans ce qui était considéré comme le droit chemin, elle continua de plonger dans l'estime de ses semblables. Son père et son frère aîné se partagèrent un temps les tentatives pour la tirer de cette mauvaise passe. Mais il fallait également s'occuper de la vie du reste de la famille, et la froideur qu'Echo leur manifestait fit cesser leurs efforts avant qu'elle n'ose faire un premier pas vers eux. Elle passait désormais ses journées hors du village, décidée à apprivoiser sa solitude quoi qu'il lui en coûte. Même la perspective de rester de longues heures en forêt ne parvenait plus à l'effrayer. Bien entendu, elle évitait soigneusement le secteur de la faille, et par extension, l'accès au lac autour duquel les enfants venaient s'amuser. Cela résolvait 2 problèmes d'un coup. Ses pas la conduisaient souvent à la clairière où les vaisseaux faisaient escale. Tous les 3 ou 4 mois, elle guettait le moment où l'un d'eux se poserait. Son manège était connu de la plupart des villageois, mais plus personne ne venait la chercher pour la ramener chez elle. Même son père, malgré toute sa sollicitude, avait bien trop à faire pour s'en charger. Plus tard, alors qu'elle était presque devenue une jeune fille, elle se risqua à l'orée des premières dunes du désert. C'était une pure bêtise aux yeux des forestiers, mais elle ne s'en souciait plus depuis longtemps. Elle pouvait ainsi suivre le vol des vaisseaux jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon. Dans son imagination, leur silhouette massive ne se contentait pas de rejoindre la prochaine étendue de forêt. Il y avait autre chose au-delà, peut-être leur port d'attache. Les adultes avaient vaguement évoqué ce sujet devant elle, longtemps auparavant. Elle avait brodé à partir de ces bribes d'histoire et s'était mise à rêver de contrées fantastiques, florissant loin du virus grâce aux cales chargées de vivres des vaisseaux. Peut-être était-ce dans ces endroits que débarquaient les pilotes, ces gens qu'on ne voyait jamais, et qui devaient bien diriger ces machines géantes d'une manière ou d'une autre. Quand elle n'allait pas jusqu'à la lisière de la forêt, Echo s'enfonçait dans ses profondeurs. Ses vagabondages très loin du village lui avaient fait découvrir tout un secteur qu'elle nommait les ruines. Là, sur plusieurs hectares, émergeaient d'entre les racines les vestiges éboulés de constructions en pierre. C'était déjà chose intrigante pour quelqu'un qui ne connaissait que les maisons de terre et les palissades de bois. Mais une autre trouvaille avait rendu la découverte d'autant plus intéressante. Par endroits, une matière sombre et visqueuse, animée de reflets violacés, filtrait à la surface du sol. Echo repéra bientôt des parcelles de terre plus poreuses que d'autres, où des fragments agglomérés de cette matière formaient des flaques luisantes. Ces dernières se firent plus nombreuses et plus grandes au fur et à mesure que la jeune fille s'approchait du centre du site, et pour finir, laissèrent place à un cratère dissimulé par les végétaux qui le bordaient. Son fond abritait un lac entier dont la surface miroitait de reflets bleus et mauves. Echo hésita longtemps avant de s'en approcher, par peur de tomber dans les profondeurs insondables de cette étendue résolument opaque. Mais une fois qu'elle eut apprivoisé l'étrangeté de la matière sombre, elle consacra l'essentiel de ses journées à l'observer, penchée sur un remblai, et ses errances se transformèrent progressivement en véritables recherches. La matière se contractait et se dilatait au moindre contact, donnant naissance à des ondes au tracé aléatoire. On pouvait en prélever des morceaux, comme s'il s'était agi d'une pâte élastique, à la différence près qu'elle ne reprenait pas toujours sa forme initiale. Parfois,
des silhouettes directement issues des pensées d'Echo émergeaient de la masse informe au creux de ses mains. Le phénomène l'absorbait des heures durant, au terme desquelles elle ressortait épuisée. Mais la fatigue n'émoussait en rien sa curiosité, et bientôt, ce qui n'était qu'une idée en l'air devint une certitude. Si la matière sombre se trouvait en grande quantité parmi les ruines, elle était encore davantage présente dans le ciel, car Echo l'aurait juré, le revêtement des vaisseaux avait la même teinte et les mêmes reflets. Et quand, dans la clairière près du village, des petites branches ou des feuilles venaient effleurer la surface sombre de l'un d'eux, les mêmes ondes apparaissaient dans leur sillage. Echo n'eut pas le temps de développer davantage ses investigations. D'abord, elle se fit attaquer à 3 reprises par des plantes qu'elle avait crues mortes et qui avaient violemment riposté après qu'elle les eût écrasées sur son passage. Elle s'était libérée de justesse, mais les dégâts infligés, en particulier par le poison de l'une d'entre elles, l'avaient contrainte à rester cloîtrée quelques jours sous l'œil vigilant de son père. Elle s'était évidemment éclipsée à la première occasion, mais mal lui en prit. Cette fois, aussi improbable que cela puisse paraître, ce fut un éclat de poterie tombé d'un vaisseau en plein vol qui la terrassa. Du moins, c'est ce qu'elle rapporta à son père. Il n'était pas exceptionnel que des débris indésirables soient évacués par les équipages. On les retrouvait ensevelis dans la terre ou coincés dans des hautes branches, quand ils ne dévastaient pas carrément les végétaux à leur point de chute, en déclenchant la colère des forestiers. Mais que l'un de ces fragments atterrisse directement sur un humain, cela tenait de l'exception. La jeune fille rentra chez elle en titubant et faillit s'évanouir sur le chemin. Elle se réveilla la tête couverte de bandages, l'odorat saturé des essences mises à brûler pour faciliter sa guérison. Elle fut par la suite tentée d'en vouloir aux habitants des vaisseaux, avant que sa raison ne les rétablisse en bonne place dans son estime. On ne pouvait pas blâmer quelqu'un pour une chose qui relevait de la malchance. L'histoire fut donc oubliée dès lors que la bosse et la plaie à son front eurent disparu. Elle ne sut jamais qu'elle devait sa mésaventure à un pot qui, en explosant au sol, avait projeté son contenu dans toutes les directions. La plante qui avait poussé dans ce pot était un végétal chétif, qui resta les racines à l'air quelques mètres plus loin, et fut bientôt séché par le soleil à son zénith. Depuis le rideau de feuillage qui la cachait, Echo observait une scène très inhabituelle. À une vingtaine de mètres seulement, un vaisseau venait de s'amarrer au tronc fendu des arbustes qu'il avait aplatis en se posant, loin de tout village ou d'une quelconque clairière. Elle s'attendait si peu à cela, dans son coin de forêt isolé près des ruines, qu'elle était d'abord restée figée de surprise dans l'ombre de la machine en pleine descente. Elle n'avait pas pu s'empêcher de penser aux mines déconfites ou scandalisées qu'auraient faites les autres villageois, en particulier la vieille Carvia, s'ils avaient vu les végétaux réduits en bouillie, étalés par terre en pathétiques tas de branches. L'image lui avait presque arraché un sourire. Echo se préoccupait peu de cet aspect des choses, bien entendu, trop occupé à se demander ce que pouvait faire le vaisseau dans un tel endroit. Il était peu probable que son équipage ignore la localisation des villages alentours. Au moins, et cela piquait la curiosité de la jeune fille au plus haut point, qu'il ne soit tout simplement pas venu pour se ravitailler. Un sas s'ouvrit dans l'épaisseur du fuselage face à la jeune fille. En sortirent 4 personnes vêtues de pied en cap de casques, gants et combinaisons anti-contagion. Les 3 hommes et la femme étaient absorbés dans une discussion houleuse, au point que même si Echo ne comprenait pas leur langue, elle aurait juré assister à une dispute. La femme qui ouvrait la marche semblait particulièrement anxieuse. Elle se retourna un instant pour montrer du doigt une zone en hauteur sur le flanc du vaisseau. Echo suivit son geste du regard et y découvrit 3 gros accros entourés des raflures. Des reflets brillants laissaient deviner la structure métallique mise à nu, dont une partie semblait fondue ou manquante. En plissant les yeux, Echo vit de fins lambeaux de revêtement flotter autour des accros,
semblables à des morceaux de peau qu'on aurait mis en suspension dans l'eau. La comparaison avait beau sembler farfelue, c'était exactement l'impression que donnait le phénomène. La matière sombre ondulait malgré l'absence de vent, animée d'un mouvement propre qui la faisait paraître vivante. Le groupe de 4 s'avança dans la forêt. Craignant qu'ils ne remarquent sa présence, Echo s'écarta autant qu'elle le put de leur chemin en se faufilant de tronc en tronc, se rapprochant par la même occasion du vaisseau plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Sur un ordre sec de la femme, le groupe s'arrêta net à un endroit que rien de particulier ne distinguait. L'un des hommes sortit du sac qu'il portait à l'épaule un petit objet qui, une fois déplié, prit la forme d'un long et fin tuyau rigide. Il entreprit de sonder le sol avec. Ce qui ressemblait à une pompe à manivelle munie d'un réservoir et fut ensuite vissé, et 2 des membres du groupe s'activèrent à tour de rôle pour la faire fonctionner. Bientôt, à la surprise d'Echo, le réservoir s'emplit d'une matière sombre aux nuances d'un bleu profond, plus limpide que tout ce qu'elle avait jamais trouvé au cours de ses observations. Son regard glissa vers la femme qui se tenait légèrement à l'écart, puis sur la feuille de papier au bord élimé qu'elle regardait de temps à autre. Quand la source se tarit, la femme jaugea le réservoir à moitié rempli, puis indiqua d'un geste sec une direction plus avant dans la forêt. « Ils vont tout droit vers les ruines », pensa Echo. Le matériel fut démonté à toute vitesse, la sonde encore ouverte et prête à resservir. Manifestement, ils savaient où chercher, et Echo avait sa réponse quant à la raison de leur présence. Ils étaient venus réparer leur avarie, en prenant à la source le matériau manquant. Ce même matériau dont elle avait observé des semaines durant les propriétés quasi psychiques. Les traits de la jeune fille s'illuminèrent sous l'effet de l'émerveillement, tandis qu'elle réalisait la justesse de son intuition d'enfant. Les vaisseaux étaient décidément de drôles de créatures. On les construisait peut-être comme des machines, mais on les couvrait d'un revêtement qui avait toutes les apparences de la vie. Un mouvement furtif du côté du vaisseau tira Echo de sa réflexion. L'entrée restait plongée dans la pénombre. Pourtant, l'espace d'un instant, Echo avait cru apercevoir une tache plus claire dans l'embrasure. Oubliant momentanément le groupe, elle plissa les yeux à l'affût du moindre geste. C'est alors qu'il se montra. Son visage fin et glabre trahissait son jeune âge. Il la détaillait du regard en ignorant toute politesse, rivalisant de curiosité avec elle. Lui aussi portait la combinaison, les gants et le casque de rigueur, mais Echo aperçut avec une pointe de désillusion un entrelacs de fines ronces poussées parmi ses cheveux châtains. Cela n'empêcha pas la jeune fille de s'imaginer sérieusement approcher du vaisseau, dans une tentative de dialogue, même rudimentaire. Après tout, le garçon n'avait pas l'attitude fermée qui caractérisait ses semblables. Mieux encore, elle se sentit pour la première fois dévisagée sans défiance ni mépris. Elle était presque certaine qu'il ne la fuirait pas. Tentant le tout pour le tout, elle fit quelques pas dans sa direction. Il tourna vivement la tête et disparut aussitôt. Manqué, j'ai été trop optimiste, pensa-t-elle. Ou bien peut-être était-ce sa propre apparence le problème. Les séquelles de son accident avaient disparu, mais sa maladie gagnait toujours du terrain. Il était possible que les traits de son visage soient à présent légèrement déformés par la croissance des racines. Les forestiers faisaient peu de cas de ce genre de choses, mais elle-même avait une conscience aiguë du grotesque que prenaient les expressions des visages ainsi dénaturés. Elle touchait ses joues et son front avec embarras, tout en songeant à cela. Pourtant, le garçon réapparut bientôt en esquissant un timide sourire. Il amorça un geste dans sa direction, sembla sur le point de lui dire quelque chose. Après une longue hésitation, Echo sortit du couvert des arbres et marcha droit vers lui. C'est l'instant que choisit le petit groupe pour revenir. Echo les vit approcher dans le dos du garçon, émergeant d'un bouquet d'arbres denses au niveau de la queue du vaisseau. Ils n'étaient vraisemblablement pas allés jusqu'aux ruines,
ou avait trouvé un gisement suffisant dès leur arrivée sur les lieux. Peu importait la raison, il ne restait que quelques secondes avant qu'ils ne surprennent la jeune fille infectée tout près de l'un des leurs. Ensuite, il ne fallait pas beaucoup d'imagination pour deviner leur réaction. Echo, pétrifié sur place, remarqua les objets de métal à l'extrémité cylindrique que 3 d'entre eux portaient à la ceinture. Ils avaient dû les sortir de leur sac en cours de route pour prévenir le danger. Des dangers comme elle, par exemple. Cela faisait longtemps qu'elle n'ignorait plus de quoi étaient capables ces armes. Elle les avait vues à l'œuvre, hors de la réserve du village et de leurs enveloppes de toile, lorsque les siens avaient dû se défendre contre un raid étranger. Alors qu'elle se remémorait les ennemis tombant comme des arbres morts sans que rien en apparence ne les ait touchés, la peur monta en elle. Aucun des membres du groupe ne l'avait encore remarqué, tout occupés qu'ils étaient à se crier les uns sur les autres. Elle se retourna vers le garçon et le vit secouer vivement la tête, lui intimant de fuir d'un geste du bras. Si seulement elle avait pu. La distance qui la séparait des premiers arbres était trop grande. Elle aurait dû courir bien trop longtemps à découvert pour ne pas servir de cible. Sous l'effet de la panique, elle recula jusqu'à heurter l'un des panneaux métalliques du sas d'entrée. Le garçon s'avançait pour lui barrer le passage lorsqu'elle entendit les premières exclamations de l'équipage. La suite s'enchaîna bien trop vite pour lui laisser le temps de penser aux conséquences de son geste. Alors que le garçon criait quelque chose à l'adresse du groupe, une explosion retentit, galvanisant la jeune fille. Elle franchit le seuil du vaisseau en repoussant de toutes ses forces le garçon en travers de son chemin. Il voulut lui saisir le poignet, mais elle se déroba et se mit à courir, fuyant l'équipage qui se précipitait vers elle. Maintenant, ils étaient tous les 5 à ses trousses. Et sous peu, ils seraient bien plus lorsque la nouvelle de son effraction se serait répandue dans l'équipage. Il fallait qu'elle trouve où se cacher. Devant elle se déroulait un interminable couloir, au sol métallique et aux parois tendues de toile, jalonné de petits hublots et de portes fermées. À intervalles réguliers, elle croisait l'embrasure sombre d'autres couloirs perpendiculaires aux siens, mais passait à chaque fois son chemin. S'y aventurer aurait signifié s'enfoncer au cœur du vaisseau et augmenter les risques de rencontrer le reste de l'équipage, ce qui lui glaçait le sang rien que d'y penser. La panique qu'elle venait de provoquer était bien suffisante. Des portes s'entr'ouvrirent sur son passage pour se refermer aussitôt, lui laissant parfois entreapercevoir des visages effrayés. Pas la peine de chercher refuge de ce côté-là non plus. Alors qu'elle commençait à se désespérer, la solution surgit enfin au détour du couloir. Jusque-là cachée par la courbure du flanc du vaisseau, une brèche apparut dans le revêtement de toile du mur intérieur. Ses contours déchirés et noircis dévoilaient la même matière sombre que celle qui couvrait l'extérieur du vaisseau. Les 2 matériaux, toile et matière organique, étaient tendus entre des arceaux métalliques qui donnaient leur forme courbe au mur du couloir. Et entre les 2 couches se trouvait une mince pellicule de vide. Réfléchissant à toute vitesse, Echo se dit qu'elle ne passerait jamais inaperçue si elle s'y glissait. On verrait sa silhouette déformant la toile. Mais pour peu que l'épaisseur du revêtement soit suffisante, elle pourrait peut-être s'y enfoncer. L'idée paraissait complètement folle, mais c'était sa seule issue. Elle se précipita vers la déchirure, priant pour que la matière sombre du vaisseau soit aussi malléable que ce à quoi elle s'attendait. Par bonheur, ce fut le cas. Se décalant autant que possible derrière un pan de toile intact, elle dut adopter une posture digne d'un bas-relief. Elle s'aplatit tant et si bien contre la paroi que seul le bout de son nez dépassait pour venir toucher la toile. Parfait. Le contact de la matière sombre sur son corps, en revanche, la révulsa presque immédiatement. Elle avait l'impression de s'être glissée dans une combinaison de chair palpitante, aux pulsations suivant un rythme propre sans cesse changeant, telle l'infime parcelle d'un gigantesque organisme. Echo frissonna de dégoût, résistant à l'envie de jaillir de sa cachette. Ses poursuivants arrivaient.
Elle tendit l'oreille au bruit de course et au son étouffé des voix, imaginant ce qui se disait d'elle. Rien de très glorieux, certainement. Le fait de discerner une dizaine de personnes dans l'ensemble des bruits feutrés n'était pas pour la réconforter. Mais ces bruits finirent par s'estomper, lui accordant un instant de relâchement. C'est alors qu'elle remarqua le phénomène qui affectait sa peau. Là où celle-ci était en contact avec la matière sombre, sur ses bras et ses jambes nues, une adhérence anormale l'empêchait de bouger comme elle l'aurait dû. De fines excroissances semblables à un réseau veineux poussaient sur son épiderme encore à l'air libre, tendant à l'envelopper complètement. Echo était sur le point de céder à sa répulsion, pourtant elle devait à tout prix éviter de se débattre. L'agitation grandissait autour d'elle au fur et à mesure que la rumeur de son intrusion progressait. Malgré tout, une fois calmée, elle se surprit à dériver aux limites de la somnolence. Sans même la force de se demander comment une telle chose était possible, elle écouta paisiblement les bruits alentours se perdre à l'arrière-plan de sa conscience. Même les éclats de voix ne l'atteignaient plus. Elle basculait doucement vers le sommeil. Tant mieux, songea-t-elle mollement. Je passerai encore plus inaperçue. Puis, les visions commencèrent. Une puissante mélancolie se diffusait autour d'Echo sous la forme d'un épais brouillard. Une silhouette en émergea bientôt, dos à elle, sombre sur un fond lumineux de contre-jour. L'instant d'après, elle lui fit face. Il s'agissait d'un homme entre deux âges, les traits tirés, assis sur un siège aux contours à peine esquissés. Derrière ses yeux fermés, Echo le devinait plongé dans une profonde méditation. Le changement d'angle de vue s'était fait sans transition, gommant la perception qu'avait la jeune fille de son propre corps, comme cela se produit parfois dans les rêves. Elle contempla le réseau structuré d'excroissance qui maintenait l'homme figé sur son siège et remplissait l'espace, formant autour de sa personne une toile dont les extrémités se perdaient dans le brouillard. À bien y regarder, l'homme semblait avoir en partie fusionné avec la matière organique. Celle-ci recouvrait totalement ses jambes et une partie de son buste, laissant seuls visibles quelques lambeaux d'habits sur sa peau diaphane, ultime preuve attestant qu'il est un jour vécu hors de cet endroit. Une conviction s'imposa peu à peu dans l'esprit d'Echo. Elle se trouvait face à une carcasse presque vide, pratiquement dénuée d'émotion. Tout ce qui avait fait son humanité s'était vu remplacé par une neutralité presque sans faille, ne laissant de lui que son aptitude à prendre les décisions dénuées d'affect. Le reste avait disparu à force d'être réprimé. Quant à l'immense épuisement qui émanait de son corps blême, c'était l'œuvre de nombreuses années de lutte et de servitude réciproque. C'est à ce prix qu'on pilote un vaisseau, pensa-t-elle dans un éclair de lucidité qui ne venait pas d'elle. S'il laisse apparaître la moindre émotion, s'il perd le contrôle du vaisseau ne serait-ce que quelques secondes, il est mort. La lourde chape de brouillard se tenait prête à fondre sur le pilote pour se repaître de ses restes, tandis qu'il dévouait ses dernières forces à convaincre le vaisseau à l'obéissance, à contraindre le vaisseau à l'obéissance. Un instant, Echo faillit comprendre quelle était la véritable nature du brouillard mélancolique qui les enveloppait. Une émanation du tissu organique, c'était presque sûr, mais le cortège de certitudes omniscientes qui avait envahi la tête de la jeune fille se dissipa avant qu'elle puisse en entrevoir davantage. La montagne de connaissances encore enfouie sous ses visions se dérobait. Elle en chercha la raison, fébrilement, tournant en tous sens le regard de son corps impalpable. Comme en réaction, le pilote s'agita dans son sommeil. Son visage se crispa très légèrement. « C'est ma faute », se dit Echo, en prenant conscience de toute l'angoisse et l'excitation qui émanaient d'elle. Elle pouvait pratiquement voir ce cortège d'émotions indésirables se diffuser à travers le brouillard. Alors qu'elle reportait de nouveau son regard sur le pilote, une onde incisive se propagea entre eux pour venir frapper son esprit. Elle devait cesser son manège sur le champ et s'éloigner de la matière organique au plus vite. Au même instant,
Elle sentit à travers les voiles du sommeil les contractions de plus en plus violentes du revêtement qui lui servait de refuge. La mélancolie, tapie au cœur du brouillard, s'effaçait devant une furieuse avidité proche de la jalousie. Ça avançait vers elle comme une grande vague prête à la noyer, à la dissoudre. Elle avait dû crier dans son sommeil. Elle reprit conscience juste à temps pour entendre des voix inconnues derrière la toile, s'affoler et donner l'alerte. Dans un sursaut d'adrénaline, elle s'arracha à la matière sombre et s'appuya contre la toile à la recherche de la déchirure. « C'est absurde, pensa-t-elle, je suis prise au piège. Ils doivent m'attendre à la sortie. » Elle n'en continua pas moins de ramper à toute vitesse. À peine eut-elle posé un pied à l'extérieur de sa cachette qu'une main gantée saisit son bras. Elle se débattit de toutes ses forces avant d'être bloquée par un deuxième assaillant. En désespoir de cause, profitant de la peur qu'inspiraient ces mutations végétales, elle se mit à secouer sa tête en tous sens pour déstabiliser ses poursuivants. Elle acheva de se dégager en mordant à pleines dents l'avant-bras d'un des hommes, puis s'élança en courant droit devant, sans la moindre idée de là où elle allait. Son esprit était paralysé, autant par la terreur que par la quantité d'informations qui pleuvaient sur elle. Au-delà du décor totalement étranger avec lequel elle devait composer, l'impression d'avoir été flouée dominait toutes ses pensées. Elle se serait attendue à ce que ces gens, censés avoir maîtrisé le virus végétal, fassent preuve de davantage de sang-froid. Et peut-être, comme elle l'avait naïvement rêvé, de bienveillance. Au lieu de quoi, il s'en prenait à elle comme à la plus méprisable des plantes toxiques. Son bref aperçu du pilote venait, quant à lui, de briser ses dernières croyances. Elle n'était pas à l'intérieur d'une noble créature faite pour protéger son équipage, non. Elle se trouvait dans le ventre d'un ogre, muselé au prix d'immenses sacrifices. Pour ajouter à son désarroi, elle réalisa bientôt qu'elle était partie dans la mauvaise direction. Les hublots qui jalonnaient son chemin se trouvaient toujours à sa droite, l'informant d'une part qu'elle ne retrouverait pas la sortie, et d'autre part que la cime des arbres s'éloignait déjà en contrebas. Une envie irrépressible de hurler la saisit. Elle gravit une première volée de marche, repartit en sens inverse dans un second couloir, buta sur un nouvel escalier, et finit par se résoudre à monter toujours plus haut dans les étages. Fait étrange, elle ne croisa la route d'aucun groupe venu l'intercepter, pas même de personnes isolées fuyant à sa vue. Au détour d'un énième couloir, le mur couvert de toile qu'elle longeait à sa droite céda la place à une paroi transparente dont la jeune fille pensa distraitement qu'elle ressemblait au casque anti-contagion. En réalité, ce qui frappa Echo au point de l'arrêter dans sa course fut le pan entier de forêt miniature qui venait de surgir sous ses yeux. Les végétaux, parfois aussi hauts qu'un arbre adulte, prenaient racine dans des pots de terre cuite et s'étendaient ainsi jusqu'au fin fond d'une immense pièce. Cette dernière était si haute de plafond qu'en levant la tête, on voyait les couloirs s'étager sur une demi-douzaine de niveaux de l'autre côté. C'était là-bas que se trouvait l'entrée. Non, c'était là-bas que se trouvait concentrée la foule qu'Echo n'avait pas rencontrée dans sa fuite. Elle vit tous ces gens au loin, l'observant à travers le mur transparent, beaucoup portant leur attirail de protection au complet. Echo se força à repartir malgré ses jambes qu'elle ne sentait plus. À mi-chemin du couloir suivant, elle aperçut un homme qui lui ressemblait. Il était seul, sa silhouette se dressant face aux végétaux dans une immobilité presque parfaite. Le puits de lumière qui s'ouvrait au plafond de la pièce nimbait son casque de bleu et d'or, faisant ressortir le feuillage sombre qui pesait sur sa tête. Tout le haut de son visage était mangé par d'épaisses racines qui ne laissaient visible que le pli mélancolique de sa bouche. Il resta totalement indifférent à la présence d'Echo. Elle le dépassa ainsi sans presque avoir ralenti, son cœur partagé entre la compassion et un profond effroi.
ses souvenirs débordant d'images de sa mère figée dans le foyer familial. Comment était-il possible que les choses soient à ce point semblables entre le monde de la forêt et celui du ciel ? Le couloir se terminait un peu plus loin sur une porte de métal qui demeura obstinément close. Echo resta interdite quelques instants, écoutant les bruits étouffés de la foule. Ils avaient donc décidé qu'elle était dangereuse au point de mettre entre eux toute la largeur du vaisseau, ou au moins toute une salle des leurs ayant déjà succombé au virus. Les larmes montèrent aux yeux de la jeune fille. Maintenant qu'elle était acculée, elle n'avait plus qu'à songer à sa capture prochaine. Un bruit de cliquetis la fit violemment sursauter. La porte s'entr'ouvrit sur un visage fin aux yeux verts, surmonté d'une tignasse châtain dont s'échappaient des écheveaux de ronces et quelques longues épines. Il la jaugea un instant à travers l'épaisseur de son casque couvert de buée. Puis il lui prit le bras d'une main amicale, bien que gantée, et l'attira de l'autre côté. Le jeune Eric avait suivi ses pairs à l'intérieur du vaisseau sans se poser de questions. Mais plus l'intruse s'enfonçait dans la coursive, plus les chances d'arranger la situation sans encombre diminuaient. Comble de malchance, ils avaient senti le vaisseau décoller peu après, signe inquiétant qui indiquait que le pilote n'avait pas détecté le problème. « Il faut lui dire de réatterrir, on n'a pas le choix !» avait crié l'un des hommes en tête. « Combien de fois il faudra te répéter que c'est dangereux ?» s'était énervée sa coéquipière en retour. « Mais on vient de le faire, pourquoi pas une deuxième ?»« Justement, idiot, dans l'état où il est, le pilote risque sa vie à chaque manœuvre. » On en est à ce point. « C'est ce que je me tue à t'expliquer, » siffla la femme. « Quelle idée d'avoir tiré. Si on t'a donné une arme, c'est pour te défendre, pas pour te foirer. » Au pire, avait dit l'homme aux côtés d'Eric en grimaçant, il y a toujours la procédure. L'adolescent avait frémi à cette évocation. La procédure d'extraction faisait partie de ces vieilles tentatives de soins datant du début de la maladie à bord et n'avait jamais rempli correctement sa fonction. Si les rares personnes à l'avoir testée étaient bien débarrassées de leur mutation végétale, du moins pendant quelques années, elles en ressortaient une fois sur deux en titubant stupidement, à peine capables de se rappeler leur nom. Et comme voir des légumes attendre dans leur chambre que quelqu'un vienne les déplacer était encore plus désespérant que la maladie elle-même, on ne faisait plus subir ce traitement qu'aux individus prêts à tout pour ne pas finir leur métamorphose. Autant dire que la machine servant à pratiquer l'intervention, bien que régulièrement entretenue, n'avait plus servi depuis des années. Eric espérait de tout son cœur que les choses n'en arriveraient pas là pour la jeune fille. Même si cela permettait d'épargner sa vie, l'acte relèverait d'une clémence plutôt douteuse de la part des membres de l'équipage, davantage destinés à ménager leur bonne conscience qu'à l'épargner. Réalisant que l'intruse leur échappait, le petit groupe s'était arrêté quelques instants pour mettre au point un semblant de stratégie. 2 d'entre eux devaient prévenir le reste de l'équipage et le mettre à l'abri, tandis qu'un autre irait chercher les miliciens en service. Le 4e avait été chargé de rapporter l'incident au pilote et de faire tout son possible pour que le vaisseau se pose sans dommage. Quant à Eric, on avait jaugé un instant sa frêle stature, puis il avait entendu un « Va rejoindre ta famille » qui confirmait ses craintes. On venait de le classer dans la catégorie des enfants à mettre en sûreté. À présent, Eric reprenait son souffle après la dizaine de coursives, d'escaliers et de raccourcis qu'il avait empruntés pour retrouver la jeune fille. Il se sentait en grande partie responsable de son intrusion dans le vaisseau, et voulait s'assurer qu'elle serait bien traitée jusqu'à ce qu'elle puisse repartir. Savoir que les miliciens seraient bientôt impliqués dans l'affaire l'inquiétait au plus haut point. Même s'il était question d'une enfant sans défense, le groupe armé et formé à toute éventualité
n'hésiterait sans doute pas à la violenter s'il la trouvait avant lui. Surtout si le vaisseau tardait à se poser. En cette période particulièrement difficile pour l'équipage, Eric avait de moins en moins confiance en ses semblables. Se repérant aux signes de chaos qui jalonnaient le chemin, le garçon avait traversé en coup de vent les parties communes désertées des premiers étages. La fille était apparue peu après, de l'autre côté du vaisseau, dévoilée par la transparence irisée des vitres de la serre. Séparée d'Eric par la forêt artificielle des victimes du virus. Celui-ci s'était alors contenté de la suivre discrètement d'étage en étage, évitant la foule en passant par des coursives secondaires où il était peu probable qu'on l'interroge sur sa conduite à tenir, sur sa conduite suspecte. Comme il l'avait anticipé, elle était restée bloquée à la jonction des étages communs avec les premières chambres. Le visage de la fille s'était éclairé en le voyant apparaître, et à son grand soulagement, elle ne s'était pas dérobée quand il avait saisi son bras. Eric marqua un temps d'arrêt au moment de refermer la porte lorsqu'il repéra l'homme figé face à la serre. Il se mordit les lèvres en signe d'hésitation. « Marcus » appela-t-il, « ils ont condamné l'étage, ne reste pas là !» L'homme s'anima soudain comme au sortir d'une transe. « Je sais, je ne risque rien, Eric, » répondit-il sur un ton détaché. « Ni avec la milice, ni à cause de cette fille, contrairement à d'autres. »« Oh, je t'en prie, c'est pas le moment. J'ai besoin de ton aide. » Le dénommé Marcus amorça un mouvement de tête dans sa direction, mais resta bloqué à mi-chemin par les mutations qui couraient le long de sa nuque. Il fut contraint de s'approcher d'un pas traînant, visiblement contrarié. Les muscles de son cou se contractèrent vivement quand il parla. « Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. Tu as pensé aux personnes encore saines. Si tu avais un peu de cervelle, tu la leur livrerais. Si je pouvais encore bouger normalement, je l'aurais fait moi-même. » Derrière Eric, la jeune fille recula légèrement. Au même instant, les éclats de voix des miliciens retentirent, dangereusement proches. « Leur livrer ?» Eric croisa le regard de sa protégée. « Mais regarde-la, dit-il en se tournant vers son frère. Elle est comme nous. Je ne veux pas qu'il lui fasse du mal. » Pauvre petit frère, soupira Marcus d'un ton froid. Toi et ta naïveté. Nous, on a été contaminés. Bientôt, les autres devront décider si nos restes végétaux sont assez utiles pour mériter qu'on les cultive. Les gens comme elle naissent malades depuis des générations et s'en vantent. Ils ont choisi le virus. La différence est claire, non ? Une haine féroce suintait de ces derniers mots. Eu égard à son expression masquée par les mutations, le pincement sec de ses lèvres indiquait que toute autre parole serait vaine. Ou peut-être, ajouta-t-il alors qu'Eric s'apprêtait à tourner les talons, peut-être que c'est juste toi qui leur ressemble trop. La porte claqua violemment sous le regard quasiment aveugle de Marcus. « Est-ce que tu comprends ce que je te dis ?» demanda Eric sans grande conviction. Echo hocha vaguement la tête et haussa les épaules. Elle épiait son hôte, tandis qu'il faisait les 100 pas entre l'unique hublot et la porte de sa chambre. La petite pièce comportait une alcôve pour le lit étroit sur lequel elle était assise et quelques rangements spartiates aménagés dans l'épaisseur du mur d'en face. Des piles de vieux livres et de feuilles volantes s'accumulaient dans tous les coins, noyant sous leur masse la tablette servant de bureau. La chose était à peine concevable pour Echo, qui considérait ces deux denrées comme extrêmement rares. « Il te faut une combinaison et un casque de secours, dit Eric. T'auras l'air un peu moins bizarre, au cas où quelqu'un t'apercevrait. » Il marqua un temps d'arrêt, avisant la jeune fille qui triturait une racine entourée d'une mèche de cheveux. « Essaye d'éviter de faire ça, reprit-il. Le virus. C'est mieux s'il reste où il est. » Echo l'observa pointer du doigt et tenter de mimer ce qu'il voulait dire, ne montrant en retour qu'une expression égarée. Devant l'embarras grandissant du garçon, elle finit par poser les mains sur ses cuisses. « Bon, on va d'abord régler ça, dit Eric pour lui-même. »
Il s'éclipsa brièvement et revint talonné par une grande jeune femme au visage mince et aux yeux verts. Derrière la paroi de son casque, ses longs cheveux châtain clair étaient parsemés de minuscules fleurs roses. Elle serrait sous son bras un second casque usé par le temps. Echo eut un mouvement de recul lorsqu'elle entra, puis baissa les yeux sous le poids de son regard ébahi. « Bon sang, Eric !» s'exclama la jeune femme. « Bon sang !» reprit-elle en chuchotant. « Dans quoi tu t'es encore embarquée ?»« Désolée, Violette, je te jure, je ne pouvais pas faire autrement. Elle s'est retrouvée piégée ici quand on a décollé et... Il faut vite l'empêcher de tout contaminer, le coupa-t-elle. Je sais même pas si ça va suffire, ajouta-t-elle en levant le casque usé à hauteur de son visage. Malgré son ton pressant et ses gestes vifs, la jeune femme ne dégageait pas de menace. Echo se laissa faire malgré sa méfiance, et bientôt, le feuillage qui surmontait sa tête se retrouva massé contre les parois transparentes du casque. La jeune femme la dévisagea un instant, fascinée, sans pour autant croiser son regard. « Je me demande bien comment une gamine comme elle a pu entrer de son plein gré dans notre vaisseau, dit-elle à l'adresse d'Eric. D'habitude, au mieux ils nous craignent, et au pire ils nous détestent. Peut-être qu'elle est différente. Tu veux dire suicidaire ? Ouverte d'esprit, grommela Eric. Elle avait vraiment l'air de vouloir me parler, quand je l'ai vue au début. Violette lui décocha un regard qui le glaça de honte. « Oh non, ne me dis pas que c'est toi, commença-t-elle. »« Je ne m'attendais pas à ça, protesta Eric. Personne n'était là quand elle s'est approchée. Comment j'aurais pu savoir que l'équipe allait revenir aussi vite et qu'elle, dit-il en désignant sa protégée d'un geste du bras, allait entrer dans le vaisseau au lieu de fuir ? » Elle a bien choisi son moment, soupira Violette en se détournant. Alors que le vaisseau perd les pédales et que le pilote ne répond plus qu'une fois sur deux. Je suis vraiment désolée, murmura le garçon d'une voix atone. Ses épaules s'affaissèrent et il se prit la tête entre les mains. Eric, reprit sa sœur à contre-cœur, je t'ai toujours soutenue, même quand ta curiosité dépassait les limites. Je sais bien que si tu t'intéresses autant aux forestiers, c'est parce qu'ils résistent mieux que nous au virus et que tu t'imagines trouver un remède. Mais là, ça devient compliqué. Tu n'y as jamais vraiment cru, hein ? Le frère et la sœur se tenaient immobiles de part et d'autre de l'étrangère, sans qu'aucun d'eux n'ose affronter le regard de l'autre. Je ne doute pas de toi, finit par dire Violette. C'est juste que... il y a des choses qu'il faut accepter à la fin. Tu n'as pas à te sentir coupable à cause de nous, je te l'ai déjà dit. Toutes ces recherches et ces tentatives, tous ces risques que tu prends, je crois que tu en as assez fait. Elle avança la main pour lui ébouriffer les cheveux, mais le réflexe affectueux fut transformé par la barrière du casque en un léger tapotement sur le sommet de ce dernier. « Ça ne suffit pas, murmura Eric, ça ne suffira jamais. » Puis, après un silence, d'une voix plus forte. « Je vais réparer mon erreur. Je la cacherai jusqu'à la prochaine escale et ça sera réglé. Personne n'aura à subir de conséquences, promis. » « Il y a déjà des conséquences. À commencer par elle, répondit Violette en désignant la jeune fille assise entre eux. On l'emmène loin de sa forêt. Echo se recroquevilla un peu plus sous les regards du frère et de la sœur. La culpabilité et l'embarras qu'elle lisait dans leurs yeux lui donnèrent envie de disparaître. « Non, j'ai rien remarqué de spécial, affirma Marcus au groupe armé qui se tenait devant lui. Tout ça, dit-il en désignant les mutations. Tout ça, dit-il en désignant ces mutations, ça a tendance à isoler. Je vois aussi mal que j'entends. On m'a rapporté que votre frère était là-bas, près du danger, comme d'habitude, fit remarquer l'un des miliciens. Il était censé se mettre en sécurité. Il n'est pas venu vous prévenir ? Mon frère, soupira Mon frère, fit Marcus avec un demi-sourire. Pas vu depuis hier. Je venais juste de sortir de ma chambre, et puis quelqu'un a verrouillé derrière moi, se justifia-t-il en désignant mollement la porte métallique. Alors, je suis resté là. Je crains pas grand-chose de toute façon. Ça me dérange pas de rester.
Vous devez partir, coupa le milicien d'un ton sec. Personne n'est en sécurité. Un homme s'est déjà fait mordre tout à l'heure, et ça aurait pu être pire. On n'a pas besoin de ce genre de problème. Marcus s'inclina à contre-cœur. Malgré son ressentiment envers Eric, l'idée de le dénoncer s'était presque instantanément effacée de son esprit. Une telle attitude était nouvelle pour lui. S'il avait toujours été loyal envers sa sœur Violette, son cadet le rebutait depuis des années. Pas qu'il soit désagréable ou stupide, loin de là, mais sa chance insolente, celle de naître malgré la transformation totale de leurs parents en végétaux, déjà malades mais plus résistants au virus que la normale, avait creusé dans l'âme de Marcus un gouffre de jalousie et de rancune. Lui et Violette avaient ainsi vu leurs chers parents disparaître en leur laissant la responsabilité de cet encombrant petit frère. Les tourments du jeune homme commençaient tout juste à s'apaiser, au fur et à mesure qu'il mûrissait et qu'Eric grandissait. Comment continuer d'en vouloir autant à un garçon sur qui la culpabilité avait déjà laissé ses stigmates et qui s'acharnait envers et contre tout pour guérir ses semblables. Marcus souhaitait que l'intruse disparaisse, bien sûr, qu'elle cesse de répandre ses miasmes partout et d'affaiblir leur vaisseau plus qu'il ne l'était déjà. Mais il n'était pas prêt à sacrifier son frère, aussi buté et naïf soit-il, sur l'autel d'une cause qu'il jugeait vouée à l'échec à plus ou moins brève échéance. « Vous devez rejoindre immédiatement les coursives à tribord », insista la milicienne qui faisait face à Marcus. « Dépêchez-vous » Le jeune homme grimaça avant de s'exécuter avec toute la lenteur dont il était capable. Il estimait avoir fait de son mieux pour les retarder après tout. Comme il ne cessait de changer de direction dans une trajectoire plus qu'incertaine, les miliciens haussèrent les épaules et l'un d'eux se dévoua pour l'accompagner. Les trois autres s'avancèrent vers la porte, la défoncèrent presque, et se mirent en devoir d'examiner chaque chambre. Ils pensaient sans doute que l'indigent qu'ils venaient de croiser, plus proche de sa forme végétale que de sa forme humaine, avait pu ignorer la présence de la gamine alors même qu'elle passait dans son dos. Grand bien leur fasse, pensa Marcus. Pour une fois, leur mépris lui serait utile. Dans la petite chambre d'Eric, l'intruse avait réussi à trouver le mécanisme d'ouverture du hublot et la moitié supérieure de son corps disparaissait à présent à l'extérieur. Le garçon, suspendu de tout son poids à ses jambes, tentait tant bien que mal de la retenir. « Je les entends, ils sont 1 ou 2 chambres plus loin, » murmura Violette en panique. « Il faut trouver une excuse pour ne pas ouvrir. »« Bon sang, t'avais raison, elle est folle » souffla Eric de son côté. « Je crois qu'elle essaye de se cacher à l'extérieur. »« Ah !» Il venait de recevoir un coup de pied sur le côté de la tête, après que la jeune fille se fut libérée d'une ruade particulièrement violente. Elle se glissa vivement le long du fuselage du vaisseau, agrippant le revêtement à pleine main au risque de le déchirer. Eric se retourna vers sa sœur, le visage blême. « Ferme ce hublot, le pressa-t-elle. C'est trop tard, on ne peut plus l'aider. » Les bruits de pas des miliciens décidèrent Eric à agir. Mais avant d'affecter comme sa sœur une occupation quelconque, il jeta un dernier regard à la vagabonde qui s'éloignait en rampant, cheveux et tunique battus par le vent. Le revêtement organique se déformait sur son passage, marquant les empreintes de ses mains et de ses genoux par des boursouflures et des grappes d'excroissance grouillantes. Le garçon avait déjà assisté à ce phénomène lorsque le vaisseau était attaqué par des mutations surgies du couvert forestier, mais jamais il n'avait vu la chose prendre une telle ampleur. Violette se leva vivement et déverrouilla la porte dans l'espoir de gommer toute suspicion. À peine s'était-elle rassise que cette dernière s'ouvrit à la volée, dévoilant les 3 hommes et la femme armés, vêtus de leur combinaison de protection intégrale. Le frère et la sœur levèrent le nez de leurs livres et ouvrirent de grands yeux innocents. « Veuillez nous excuser, on pense que l'intruse a pu aller dans le secteur des chambres. Vous êtes peut-être en danger. »« Ici ?» fit Eric en affectant un air de surprise inquiète. « Vous êtes sûr ?
J'ai bien fermé pourtant. Elle n'a pas pu rester de l'autre côté, rétorqua la milicienne. Sinon, on l'aurait déjà coincée. Le frère et la sœur se regardèrent et haussèrent les épaules. Bon sang, elle ne sait pas volatiliser, trépigna un milicien qui... Bon sang, elle ne s'est pas volatilisée, trépigna un milicien qui s'était jusque-là tenu en retrait derrière ses collègues. Tu as fermé la porte et tu n'as rien vu ? 4 regards lourds de suspicion se tournèrent vers le garçon, qui se renfonça dans son siège en rougissant. J'étais avec lui, le coupa Violette. Son regard franc et calme soutenait ceux des miliciens qui finirent par se détourner. La bonne réputation de la jeune femme venait une fois de plus de sauver la mise d'Éric. Cette pousse de chien dent peut être n'importe où maintenant, grommela le dernier homme à quitter la chambre. Avant de suivre les autres, il se retourna une dernière fois. Vous, ne bougez pas d'ici. Cette coursive va être condamnée. Et aussi, tâchez de surveiller un peu mieux votre frère désormais, qu'on ne le retrouve plus à errer n'importe où. Violette émit un bruit à mi-chemin entre l'exclamation et l'étouffement, alors que la porte se fermait sur eux. « Attends » intervient Éric devant l'air catastrophé de sa sœur. « Je vais t'expliquer. »« Mais comment ça, errer n'importe où ? Où est-il » ?»« Dans la coursive, tout à l'heure, » répondit précipitamment le garçon. « Il était planté tout seul près de la porte, et quand je lui ai dit de venir, il m'a envoyé balader. C'est tout. Il a dû rejoindre le reste de l'équipage depuis. » « J'espère que tu as raison, » fit Violette d'un air sombre. Elle supportait mal de savoir Marcus livré à lui-même. Sa vulnérabilité n'était plus un secret. Une forme de lâcher-prise l'avait gagnée, comme cela arrivait parfois aux malades à un stade avancé de leur métamorphose, de sorte qu'elle ne le savait en sécurité que quand il était près d'elle ou d'Éric. Elle enrageait de ne pouvoir le rejoindre. Éric la regardait en coin, l'air piteux, hésitant à parler. « Je sais ce que tu penses, risqua-t-il. Il y a peut-être une solution. En passant par les mêmes raccourcis que moi, tu éviteras les portes fermées. » Violette tilta. « Montre-moi, dit-elle en se penchant vers son frère. Je ne sais pas si j'en serai capable, mais il n'y a pas le choix. » Éric balaya la pièce du regard, saisit avec cérémonie un livre écorné, attrapa un morceau de fusain et commença à dessiner d'un trait léger sur la page de garde. Bon, il y a des coursifs secondaires et des accès abandonnés un peu partout. Tu en connais déjà certains. La difficulté est de passer d'une grande zone à l'autre. Dans ton cas, c'est entre bâbord et tribord. Tu vas traverser la partie caudale, dit-il, en désignant d'un signe de tête le mur de la chambre orienté vers l'arrière du vaisseau. Comme ça, pas de risque de rencontrer une porte fermée, et tu éviteras qu'on te surveille de trop près. Mais, objecta Violette, il n'y a rien d'autre que l'armature du vaisseau là-bas, et personne n'y a accès. Comment veux-tu ? Justement. Au fond de la coursive, sur la paroi qui ferme le corps du vaisseau, tu verras une ligne qui part du sol jusqu'à hauteur de genou, à peu près. C'est une ancienne réparation. On ne dirait pas comme ça, mais c'est cousu. Il n'utilisait pas encore de fil organique à l'époque, seulement de la corde de chanvre. Il faudra que tu découses et que tu refermes après ton passage. À l'intérieur, c'est pas bien compliqué. Tu tournes à angle droit sur ta droite et tu marches sur la poutre principale. Repère-toi au bruit pour savoir quand tu arrives au niveau de la coursive opposée. Cherche la cicatrice dans la paroi et comme à l'entrée, il faudra découdre et recoudre derrière toi. Rassure-toi, ça débouche dans un placard que personne n'utilise. Et c'est moi qui ai fait le travail de couture à cet endroit, ajouta-t-il en feignant la modestie. Violette hocha lentement la tête, assimilant toutes ces informations. Une interrogation persistait dans son regard. « Je vous rejoindrai dès que la fille sera en sécurité, » ajouta Éric, devançant sa question. « Il faut que je la convainque de rentrer et que je lui trouve une cachette qui tienne jusqu'à ce qu'on atterrisse. » La jeune femme s'était levée, mais restait figée sur le seuil, indécise. « Je sais que ce n'est pas la peine de te le rappeler, dit-elle, mais sois raisonnable pour une fois. Pas d'acrobatie à l'extérieur du vaisseau, d'accord ?
Eric partit d'un éclat de rire. « Tu m'as bien regardé ?» dit-il en écartant ses bras minces le long de son corps. « Si je fais ça, je décolle au premier coup de vent. Non, ne t'occupe pas de moi. Tout ira bien. » Et voilà, c'est fini pour cette fois. Du coup, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça me soutiendrait, ça m'aiderait bien pour la suite de cette lecture et pour les lectures suivantes aussi. Voilà, à très bientôt!